Bonjour à tous, bienvenue dans Va Vie et Entreprends. Aujourd'hui, c'est un invité haut en couleur que j'ai l'immense plaisir d'accueillir. Il est humour, il est énergie, il est passion, il est tout simplement Jérémy Nadeau. Pour ceux qui ne connaissent pas mon invité du jour, restez bien à l'écoute car Jérémy, c'est un vrai touche-à-tout de l'art et du spectacle. Du cirque au conservatoire, des vidéos YouTube au plateau télé, il a toujours suivi sa passion avec audace et créativité. Mais comment transforme-t-on ses rêves de gamin en réalité sans jamais perdre pied ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le podcast du jour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Nadeau, qui est un humoriste que vous connaissez peut-être déjà. Mais tu ne fais pas que ça, tu es aussi comédien. Oui. Tu fais de la photo, j'ai appris très récemment. Ouais. Et tu le fais même très bien. Ouais, mais ça c'est un peu discret. C'est mon secret garden. Mais je vais faire une expo un jour. Et vous allez payer mes photos, vous êtes fous quoi. Non, je rigole. Non, j'aime bien. Ça me permet d'apporter une vision différente sur le monde. Le problème, c'est que tu as beaucoup de talent. C'est très agaçant. C'est pesant, j'ai mal au dos. À force de porter autant de talent. J'ai des petites douleurs aux épaules là et c'est pas à cause des burpees, je peux te le dire. Mais l'idée de ce podcast, c'est donc de revenir sur ton parcours, tes hauts, tes bas, et surtout les conseils que tu pourrais donner à la jeune génération qui voudrait se lancer dans un milieu qui est pas facile, qui est le milieu artistique. C'est vrai. Donc du coup, ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Parce qu'il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas, une génération un peu plus âgée que la nôtre. Ils sont 14 en France à pas me connaître. C'est les 14 que je dois convaincre. Voilà, donc tu leur parles à ceux-là et tu leur dis un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu te retrouves aujourd'hui assis sur ce fauteuil à mes côtés. Ok. Juste pour me resituer, tu fais YouTube, t'as quel âge ? J'ai commencé, j'ai 18 ans à peu près. Ah, donc t'es plutôt âgé pour une génération. Donc j'ai Ok. mon bac, mais en même temps à l'époque ça commençait pas si vieux que ça. Ah, Enfin, ça commençait pas si jeune que ça, pardon. Ouais. J'ai mon bac à 17 ans. Après, je fais un an de DUT de gestion, donc beaucoup de comptabilité à Paris 16. T'aurais pu être mon comptable. J'aurais pu être ton comptable. Ça aurait été un enfer à gérer avec toutes tes dépenses et des frais en vêtements Gucci. Ingérable. Et en fait, beaucoup trop de comptabilité, beaucoup trop de matières qui ne m'intéressaient pas et un parcours qui m'intéressait vraiment pas. Donc, j'arrête au bout de 6 mois, je crois. Et je reprends des études l'année prochaine en BTS MUC. Donc, Là, tu fais pas de YouTube, on est pas d'accord. encore. Et je Ok. commence YouTube, en fait, au début de mon BTS, il me semble. Donc, j'ai un peu plus de 18 ans. Et je commence parce qu'en fait, moi, j'ai fait du théâtre. Beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, et avec un pote on refaisait des spectacles d'Omar et Fred et et d'Eric et Ramsey en privé, hein, bien sûr, on faisait pas payer ce genre de trucs, tu vois, mais et du coup j'avais plein d'idées de blagues, pas d'Omar et Fred ni d'Eric et Ramsey, mais moi d'idées de blagues, de sketch, etc. Et en fait je me suis dit que je voyais que ça commençait à ce format de face caméra commençait à se développer un peu, et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, on va essayer. C'est une Donc, façon de tester tes blagues du coup au départ. mais c'était même pas une façon de tester des blagues. Je suis pas sûr que j'avais encore cette logique. Enfin, j'avais déjà cette logique de tester des blagues. Je pense que c'était plus j'ai envie de faire des blagues. Est-ce qu'elles seront drôles ou pas? Ta mère en avait marre de t'écouter, tu t'es dit, viens, je me filme. Je l'ai réveillé à 3h, maman, j'ai une blague sur les boîtes de nuit. non, et puis je pense que j'avais envie de. En fait, plus qu'envie, je pense que j'avais besoin de faire rire. Et j'avais besoin de faire des blagues, peu importe le support, entre guillemets. Donc quand je dis support, c'est théâtre ou vidéo. Pour le coup, à l'époque, il n'y avait que ça. Et du coup, j'emprunte la caméra d'un pote et je le mets. J'ai une armoire dans ma chambre, une espèce d'étagère. Je mets une boîte de céréales dessus, la caméra un peu travers, pas de micro, pas de lumière, rien du tout. Et je balance des blagues. La première vidéo, c'était sur les boîtes de nuit, qui n'existent plus depuis. Et ça commence à fonctionner un peu. Et tu l'uploades direct. Et je l'upload direct. Montage, j'apprends le montage un peu sur YouTube, sur des sombres logiciels craqués, tu vois. Et au final, ça fonctionne un peu. Mais dès le début. Non, mais un peu. Vraiment, Mais quand même. quelques milliers de vues Oui, difficilement, oui. tu vois. J'envoie ma vidéo sur des forums, des trucs, etc. Ah, donc En disant, t'essayes quand même de Salut, je suis faire. nouveau. Ouais, je me dis, quand vas-y, même. quitte à le faire, autant le faire à fond. Ouais. Et il est d'entreprendre. Et, Très bien placé. et au final, ça fonctionne un peu. YouTube m'envoie un mail en me disant que suite à cette vidéo-là, j'ai la possibilité de monétiser mes vidéos. Je comprends pas ce que c'est. À l'époque, personne connaît ça. Et à l'époque, personne fait ça pour ça. C'est vraiment de la création. Et donc, j'accepte. Et là, je vois ma vidéo supprimée. Parce qu'en fait, dedans, c'était une vidéo sur les boîtes de nuit. J'utilisais une musique qui n'est pas libre de droit. Strike. Donc t'as appris en fait de tes erreurs. Attention sur la route, et tu m'envoies un petit message quand t'es arrivé. Vraiment, c'était. Tu l'as retourné ou pas cette vidéo ? Je l'ai pas retourné. Je suis passé à autre chose et j'ai fait ma première vidéo qui est actuellement sur ma chaîne, qui s'appelle Alcool en soirée, je crois. Et pas de micro, pas de truc. Un humour aujourd'hui dépassé. Mais ça a été le vrai début de. Aujourd'hui, elle a combien de vues cette vidéo ? Je sais pas, elle doit. Je peux te dire ça tout de suite. Ah bah oui, ça m'intéresse. Je prends mon cellulaire. Et bah, elle a 1,3 million. Ah, quand même. Ouais. Et ta plus grosse vue ? La plus grosse, ça doit être, je pense, Grandir en cité, qu'on a fait avec Vincent, Casa et toute l'équipe. Oh, et je sais mais pas, chouchou. elle doit être à. C'est avec eux que j'aurais dû faire un podcast tous les trois. Ah, alors là, sympa. vous auriez vraiment retourné le. J'ai fini. Je pense que le studio brûle. Je sais pas, elle doit être au-dessus de 10 millions, je pense, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Donc c'est Qui sont, vraiment. au final, des chiffres pas si impressionnants pour aujourd'hui.
Oui. Mais Ah pour oui. ce format-là et pour nous, les anciens et les dinosaures un peu de la plateforme, Donc vraiment, c'est YouTube qui te lance. c'est YouTube qui me lance, ouais. Tu as tout de suite envie de faire de la scène? Non, en fait, j'ai fait du théâtre avant, donc j'avais déjà cette envie de faire de la scène. Mais quand on parle de stand-up, en fait, j'avais envie de faire des spectacles, de faire des trucs. Moi, j'ai un artiste que j'adorais quand j'étais plus jeune qui s'appelait Courtemanche, Michel Courtemanche, Je connais pas. qui est J'ai honte. un humoriste canadien, québécois, qui est monstrueux dans tout son jeu de scène. Aujourd'hui, tu revois des trucs, tu te dis, ok, c'est pas actuel du tout, mais c'était À l'époque, ça vraiment. t'inspirait. Mais je regardais ses spectacles en boucle, etc. Et en fait, c'est Hakim Omiri qui me J'adore aussi. donne plus ou moins envie de faire du stand-up, dans le sens où Vous avez grandi un peu en même temps dans ce milieu-là? sur YouTube, lui, il faisait beaucoup de vidéos avec des studios, etc. Ah ok, il était déjà plus Ouais, et puis il a été professionnalisé, beaucoup quoi. auteur, etc. Et puis il a réalisé aussi pas mal de choses. Mais ouais, on était là plus ou moins en même temps. Et en fait, un jour, je vais le voir en spectacle. Et j'ai vraiment un truc de, ouais, je veux faire du stand-up, en fait. J'ai envie de faire des blagues. Et donc, je vais le voir en spectacle, je lui écris, etc. Enfin, je lui dis, on mange après. Et j'avais déjà écrit quelques trucs, tu vois, parce que j'avais déjà quand même envie de monter sur scène. Et je lui dis, ouais, j'aimerais bien monter sur scène. Il me dit, bah vas-y, dans 2 semaines. Ah oui. Et je dis, mais je suis pas prêt. Ah oui, donc en fait, Il me à dit, mais chaque ça, c'est pas fois, mon ta problème. vie, c'est des actions qui ont mené à Ouais. d'autres actions qui ont... Il me dit, vas-y, je m'arrange pour que tu aies une date dans 2 semaines. Ça. Et du coup, j'écris, et première scène 2 semaines après. Et tu l'as vécu comment? C'est très bien passé. T'étais Et après, stressé? de moins en moins bien, je te jure, c'est vrai. Et après, j'ai arrêté. Mais non. Si. Ah, donc t'es passé par je monte, et après t'as plus envie de faire de la scène. Ouais. Pendant combien de temps? Une petite année. Ah oui. Et tu t'es après, je suis remis sur remonté. YouTube du coup? Non. Enfin, oui, je continue YouTube en parallèle. Ouais. Et après, je suis revenu Alors et j'ai re-arrêté. la scène. Ouais, j'y suis allé, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Et depuis 2018, j'ai pas arrêté pour le coup. Et Donc là, ça fait quand même déjà bientôt ouais, ça veut 5 plus là, ans j'arrête que... plus. Ouais. Alors du coup, ça me vient une question. On dit souvent que les humoristes sont des comiques tristes dans la vie. Est-ce que tu te définis comme ça? En fait, je pense que je suis pas sûr que ça soit nécessaire d'être triste pour être drôle. Et je suis même sûr que c'est pas nécessaire d'être triste pour être drôle. Je pense que tu peux trouver du drôle dans la tristesse, évidemment, parce que tu trouves plus de trucs drôles. C'est plus drôle de rire de quelqu'un qui raconte ses galères que de quelqu'un qui raconte qu'il a gagné au loto. Genre, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'en fait, pour être vraiment profondément sincère et drôle, il faut aller chercher dans des trucs à l'intérieur de toi qui sont pas forcément agréables Ouais, je vois. à déterrer, tu vois. Et peut-être que ça peut te rendre un peu triste, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'être triste pour être drôle. Donc du coup, je voulais revenir sur une question qui, moi, m'interroge parce que je suis pas du tout artiste, je n'ai pas du tout ton humour. On sait que derrière chaque parcours, il y a des défis, des doutes. Tu me dis quand t'as fini. J'ai mis un petit oiseau, c'est pour ça. Ah. Pardon, Donc excuse-moi. on sait que derrière chaque parcours, il y a des défis, des doutes. On sait aussi qu'il y a des moments où on se dit que ça va pas marcher. Est-ce que toi, par exemple, quand tu te lances sur YouTube, quand tu te lances dans l'écriture d'un spectacle, ton mindset c'est je le fais parce que j'ai très envie de le faire, mais j'y crois pas? Ou dès le début, tu te dis c'est sûr et certain, si je le fais, c'est que ça va marcher? En fait, je pense que j'ai un truc un peu particulier, c'est que souvent les gens ils disent il y a personne qui croyait en moi, machin, etc. Moi, la seule personne qui croyait pas en moi, c'était moi. Tout le monde était là, frère, tu vas y arriver, et machin, c'est archi bien. Et moi, j'étais là, peut-être, on verra. Donc t'as quand même une forme de timidité dans Bien un sûr, milieu mais hyper... En fait, je sais pas si c'est de la timidité, mais c'est vraiment ce truc la pudeur. de la pudeur, de trucs de. Et puis surtout, un respect, une espèce d'intimidation créée par ce métier je parle de stand-up ou les tournages, etc. En fait, c'est des trucs que j'admire depuis que je suis petit. Et en fait, je pense que c'est aussi la peur de mal faire, mais on repart dans des discussions. De 2h du matin. De 2h du mat. Non, je pense pas. Moi, j'ai pas cette mentalité de vas-y, je suis sûr, j'y vais et je vais tout niquer. J'ai vraiment ce truc de j'ai envie de le faire. Et en fait, je me vois pas faire autre chose. Donc, autant essayer du mieux que je peux de le faire, tu vois. Et t'as un plan B si ça marchait pas? Non. Ah, donc faut que ça marche. Ouais, je me verrais pas faire autre chose. Parce que souvent, ça arrive. Je me dis, mais j'en parle avec Kaza, etc. Évidemment, il est au courant de tout. Pour juste vous resituer, Kaza, c'est le manager de Jérémy. Donc, ouais, c'est manager, mais surtout co-auteur, metteur en scène, coproducteur du spectacle. Depuis des années, et on fait tout ensemble. On fait vraiment tout ensemble. Et je lui dis, frère, parfois j'ai envie d'arrêter. Ah, encore aujourd'hui Mais même lui, parfois, il me dit, ouais, frère, en fait, là, il y a un truc qui bloque. C'est un métier, un milieu très difficile. Les gens l'oublient parce qu'ils voient que le strass et paillettes. Bien sûr. Mais vous avez le jugement de tout le monde. Mais quand je lui dis ça, je lui dis aussi, mais en même temps, frère, je me vois pas faire autre chose. Donc, écoute, là, je me plains vite fait. J'essaie vraiment de pas me plaindre dans la vie de tous les jours. Mais là, je me plains, là, c'est chiant. Là, on gueule et vas-y, on se remet au taf. Parce qu'en fait, je me vois vraiment pas faire autre chose. Bah, moi, justement, comment tu fais pour garder la motivation quand ça va pas? C'est compliqué. C'est pour ça que je parle à Kaza, parce que Kaza, il est aussi fort pour remettre les choses
un peu dans leur contexte et c'est important. De Casa, il a une phrase incroyable. Il dit c'est incroyable ce qu'on fait, mais c'est pas parce que c'est incroyable que c'est suffisant. Tu vois, quand on avait fait par exemple La Cigale, Ouais. c'était ça. Et en fait, c'est vraiment les deux parties de notre truc. Faut être conscient que ce qu'on a fait, c'est bien. Et quand on voit depuis le début, comme tu as dit, j'ai commencé dans ma chambre, etc. Et c'est bien, tu vois. Mais faut pas se dire c'est bien donc c'est suffisant et on fait plus rien. Mais donc l'entourage est hyper important. L'entourage est hyper important. Et moi j'ai énormément de potes et d'amis qui sont pas dans le milieu. Ouais. Et ça c'est trop important pour moi, c'est vital. Genre, c'est le mot, c'est vital. C'est je vital. Pense. J'ai une sœur qui est la meilleure sœur du monde, que j'aime de tout mon cœur, mais sa manière de me dire je t'aime, c'est de m'envoyer un doigt d'honneur. Et elle le sait, je le sais, etc. Mais en même temps, c'est une des personnes qui m'apporte le plus de soutien au quotidien, etc. Tu vois. Qui arrive à te garder ancré dans... Et puis surtout, voilà, c'est ma mère, pareil, mon petit frère, pareil. C'est des gens qui font aussi que je pense qu'aujourd'hui, j'ai aucune prétention. J'ai de la fierté sur certains trucs, mais j'ai pas de prétention. Il y a quoi à être fier? Tu as fait quand même, du coup, du YouTube, tu fais des millions de vues. Du spectacle, tu as combien de milliers de spectateurs? Je sais pas, on n'a pas compté. Ah, c'est vrai? Ouais, mais il y en a beaucoup. Maintenant, tu fais aussi 2 séries, une sur Netflix, Fury, une autre sur Prime, Cœur Noir. Ouais. D'autres projets en cours, je sais pas si tu as le droit d'en parler un petit peu. C'est bien ce qui me semblait. Aujourd'hui, dans la partie plutôt humour, qui est celle où tu es le plus confronté finalement au regard, aux gens et au jugement. C'est un milieu qui est très compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à t'entendre avec tout le monde sans faire de vagues, sans... En fait, on dit que c'est une grande famille, mais dans toutes les familles, il y a des embrouilles. Il y a des gens que t'as pas envie de voir, et il y a des gens que... Mais en fait, c'est ta famille, donc t'acceptes, tu vois. Et il faut pas oublier surtout que quand on est dans ce milieu-là, c'est pas parce que c'est un métier différent et peu commun que c'est pas un métier. Et en fait, tu peux pas t'entendre toujours bien avec tous tes collègues, c'est impossible. Et je pense qu'il faut accepter ça aussi. Il faut pas essayer de se faire pote avec tout le monde. Faut reconnaître les gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Mais c'est un discours un peu bateau, mais c'est vrai. Et donc le jugement t'atteint pas? T'arrives à avoir cette barrière de te dire Non, le jugement ça atteint quand même. Le jugement ça atteint et c'est pour ça que par exemple quand je poste, là je parle d'une vidéo ou d'un extrait de stand-up, peu importe, je réponds aux premiers commentaires, etc. Mais après je regarde plus les commentaires. Pas parce que je me dis ah ça m'apportera rien, parce qu'en fait je sais que ça peut me toucher. Ouais. Et que pas les commentaires. Ceux qui sont constructifs. Ceux qui sont construits, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que c'est un truc de ok, et surtout quand t'es d'accord. Tu te dis ah je vois ce que tu veux dire, ok, je comprends. Donc ça me touche. Mais oui, il faut essayer de garder une distance, évidemment. Il faut se protéger de... En plus, sur Internet, les gens sont souvent anonymes. Et Mike Tyson l'a dit, les gens sur Internet, ils ont trop pris l'habitude de pouvoir dire de la merde sans se faire casser la gueule. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que tu peux te faire détruire et les gens, ils vont t'écrire un commentaire archi vénère. 2 minutes après, il est en train de jouer à la play, il a oublié ce qu'il vient de faire. Mais toi, en fait, tu restes et t'es collé genre, sur ce truc si tu lui donnes de l'importance. Et il y a un truc aussi, c'est que je pense que si ça touche à cet endroit, c'est que t'as un truc à régler avec toi-même aussi, tu vois. Parce que moi, je connais des gens, ils sont tellement sûrs d'eux et qu'ils voient ce commentaire et ils disent ça y est, ils passent à autre chose. Mais c'est d'ailleurs vraiment la mode des coachs de vie, des coachs mentaux, notamment, on en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques sur les sportifs de haut niveau. Est-ce que toi, tu es pour être acteur ou stand-upper à un certain niveau, etc., c'est comme être sportif de haut niveau, c'est la même chose. Donc, tu es pour les coachs? Bien sûr, après il y a coach et coach. Moi, évidemment, j'ai une opinion très tranchée sur... Non, mais je suis pour dans le sens où je pense que ça soit un coach ou quelqu'un de ton entourage, je pense qu'un coach, s'il n'y a pas de solution physique, je veux dire, tu vois, si c'est entre gros guillemets que des mots, les mots, tu peux les avoir de n'importe qui. Donc en fait, ça n'a pas besoin de venir d'un coach, mais je pense que le coach, il voit certains patterns, des trucs, etc. Et je pense que c'est comme tous les spécialistes, en fait. Tu vas voir un mec pour un problème de genou, peu importe ce que t'as, lui, il va voir, c'est comme dans Matrix, il va voir des chiffres, en fait. Il dit, ok, t'as ça, c'est ça, tu vois. Et le coach, évidemment, après son travail, c'est d'avoir de l'empathie, etc. Mais je pense que, tu vois, tu peux pas non plus avoir trop d'empathie quand t'es coach, parce qu'en fait, toi aussi, il faut que tu te protèges de certains trucs. Et en fait, l'empathie, ça biaise un peu ton jugement, je pense, tu vois. Moi, il arrive avec un problème, t'arrives avec une solution et c'est réglé. Et ça marche. Donc pour toi, t'arrives à mettre en place certains systèmes qui te permettent de... Ouais, après, je pense que c'est aussi entre guillemets l'expérience, tu vois. Parce qu'au final, mieux se connaître. Ça fait maintenant bientôt 15 ans que tu fais, du coup. C'est le début de la fin, non? Non, c'est la fin du début, là. On commence tout juste, là. Du coup, j'ai une autre question sur ce sujet. Comment tu fais pour rester fidèle à toi-même malgré la notoriété? Ce qui est pour moi, qui côtoie ce milieu-là, un des sujets les plus sensibles, parce que moi, j'ai vu des gens changer. La notoriété, l'argent changent. Non, je pense pas. Et d'autres qui ne changent pas du tout. Je pense que l'argent, ça change pas les gens.
En vrai, je pense que l'argent et la notoriété et tout ce qu'on veut, la fame, les trucs, c'est Ouais, juste un accélérateur de personnalité. donc toi, C'est-à-dire tu que je penses ceux pense que, qui ouais, changent, entre guillemets? c'est ce qu'ils sont à la base. Je pense. Hein. Je pense Ouais. que potentiellement, ça peut te changer vite fait au moment où vraiment ça pète et que tu commences à toucher des millions et machin, etc. Mais je pense que Surtout quand ils moi, je sont sais que si jeunes, demain non? je suis multimillionnaire et je suis genre au niveau de ma carrière, je suis au top, je suis machin, je vais pas changer. Je pense pas en tout cas. Genre, Moi, je suis partagée. Au départ, je pensais comme toi. Je pensais que le fait de gagner de l'argent, d'avoir de la notoriété, ça faisait juste révéler des traits de ta personnalité de façon un peu plus visible. Et puis, en fin de compte, je reviens un peu sur ça parce que, en fait, dans votre monde, tout vous est dû presque. Dans le milieu, on vient vous chercher, vous avez volé voiture. oui, mais Et au bout d'un moment, vous vous habituez à un certain confort. le, Quand le- vous retournez avec le commun des mortels, entre guillemets, et ben, vous oubliez que c'est passe droit que vous avez quand vous êtes sur un studio ou toi, tu as fait des tournages même à l'étranger, tu vois, que vous êtes pris quand même, voilà, on s'occupe de vous H24. Et qu'en fait, c'est ça qui est difficile pour vous, c'est cette redescente de. Mais c'est pas la vie, les tournages, les c'est pas plateaux. la vie les tournages évidemment, c'est pas la vraie vie du tout et c'est la vie à aucun niveau. Genre que ça soit de comment on s'occupe de toi, combien tu touches sur les tournages, etc. C'est pas la vie, on le sait. Mais je pense que tu peux t'habituer. Par exemple, t'es habitué, mais en fait, il faut que ces habitudes restent dans le cadre des tournages, par exemple, tu Mhm. vois. Et tu vois, tu te dis les gens qui viennent te chercher, etc. En vrai, moi, je m'habitue jamais à ça. Genre, moi, je rentre de l'aéroport, enfin, je rentre du Maroc, j'arrive à l'aéroport, il y a un mec qui Et là, ouais. m'attend avec une berline et mon prénom, je suis comme où je prends en photo, j'envoie à ma mère, je dis putain, on est venu me chercher, tu vois. Et Je après, il y vois. a un truc aussi, c'est que, bon, ça, certes, ils viennent te chercher, ils te ramènent chez toi, mais quand ils viennent te chercher tous les matins pour t'amener au tournage, Mhm. c'est aussi pour pas que tu sois en retard. Oui, oui, C'est à la aussi base, ça, tu vois, à la ça a base, c'est ça. été fait Mais pour ça. moi, je m'habituerai jamais. Moi, je suis content de tourner à l'étranger. Pourquoi? Et je suis content de partir en tournée parce qu'on est dans des hôtels gratuitement. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? t'en es J'ai encore encore là. ce truc et je pense que ça partira jamais. Mais tant Parce mieux, que ça j'ai veut quand même dire que tu 33 ans, gardes. tu vois, c'est pas comme si je venais de découvrir le métier Oui, oui. et j'ai vécu des trucs, des tournages, des machins, etc. Et je suis toujours fasciné par ce genre de trucs. Moi, tu m'envoies un truc gratuit, je suis comme un ouf. Donc, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Parce que j'adore ça, parce que j'adore créer, j'adore tourner, je pense que je suis là pour les bonnes raisons. C'est Et ça, que je suis je là pense. Ouais. où j'en suis aujourd'hui pour les bonnes raisons. Tu Mais vois. c'est sûr, moi, je suis même convaincue que personne ne réussit dans la vie si au départ, c'est conviction était je veux gagner beaucoup d'argent ou je veux être célèbre. Je n'y crois pas une seconde. En fait, le problème, c'est que si ça marche pas, si tu gagnes pas d'argent, bah t'arrêtes. Bah oui, il y a pas la passion qui te Ouais. tient, et la persévérance, c'est quand même une des Et, clés. ouais. Et quand tu disais rester fidèle à soi-même, c'est ça le problème, c'est que nous, on a profondément besoin d'être créatif et de créer des choses, et on s'est jamais adapté au public, aux demandes du public. Et c'est pour ça qu'on a arrêté YouTube aussi, parce qu'on voyait que la plateforme commençait à changer de direction et que c'était plus notre truc et qu'on Tu as voulait fait pas forcément. des placements produits, Ouais, j'en ai fait très peu, mais j'en ai fait. Ouais, et j'en ai fait. mais tu l'utilisais pour faire de la création de Ouais. contenu. Pas Souvent. l'inverse, c'était pas je fais. J'ai fait quelques placements aussi sur Oui. Insta, des trucs, etc. Mais ça, par exemple, j'ai toujours refusé de faire des. Attends, j'espère que c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Hein. Mais des placements où les gens sont obligés d'acheter des choses Ah oui, oui. avec des codes de réduction, etc. C'était toujours des trucs où moi j'ai reçu ça, je vous montre ce que j'ai reçu, je peux vous en faire gagner ou pas, Oui, mais oui, vous bien serez sûr. pas obligé de dépenser un bal pour. Ça, Tu faisais pas de télé-shopping. Non, Ouais. on a toujours refusé l'alcool, les paris sportifs, les trucs comme Ouais, ça, bon, etc. ça, c'est le minimum. Et en fait, un jour, pour une web série qu'on a fait qui s'appelle Frères, Les produits laitiers. les produits laitiers, on a été, mais du coup, ça nous a aidé à produire évidemment Ouais, beaucoup de je choses. sais, c'est une super équipe. Mais en surtout, on avait reçu une proposition d'un site de paris sportifs, que je citerai pas, une somme à 6 chiffres, plus. Ouais, je vois. qui nous aurait permis de bien produire la série. Et on a refusé. Et au final, on a eu une Contre-proposition. association, on a eu une contre-proposition, Ça. entre guillemets, d'une association Ouais, qui lutte contre l'addiction aux paris sportifs. c'est génial. Et du coup, c'était un beau signe de l'univers de nous Ouais, dire, vous mais avez bien vraiment. fait de... Mais moi, je crois à ces choses-là. Je pense que rien n'arrive par hasard Mm. et voilà, on attire aussi ce qu'on veut. Est-ce que tu aurais des conseils à la jeune génération aujourd'hui? Parce que alors, je sais que ça a beaucoup changé YouTube, que le milieu a beaucoup changé, mais aujourd'hui, tu as 15 ans. Comme toi, à ton époque, tu rêves de devenir artiste, youtubeur ou même humoriste. Est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer? Bah, je pense que ça colle avec ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il faut juste, t'as envie de te lancer, c'est cool.
pose-toi sincèrement la question, et c'est compliqué à cet âge-là, mais pose-toi sincèrement la question de pourquoi tu as envie de commencer. Est-ce que tu as envie d'être connu? Grand bien te fasse. Mais sache que c'est Le très chemin est éphémère. long. Le chemin est long et ça peut être très éphémère. Ouais, Et donc, en après, fait, il faut savoir pourquoi tu veux te lancer. Est-ce que tu veux te lancer parce que tu as envie de produire des trucs? Est-ce que tu veux te lancer parce que tu as vu, par exemple, la vidéo d'Inoxtag qui monte l'Everest, et en fait, toi aussi, tu as envie de pouvoir vivre ce genre d'aventure, etc. Ça, c'est des... Selon moi, je suis pas très mais objectif, même mais Inox, il aurait jamais imaginé le premier jour où il met règle dans non, sa bien sûr. chambre qu'un jour il Bien se sûr. retrouve là. Mais C'est ça qui est ça, beau. c'est la magie du parcours, tu vois. Mais si tu te lances que pour être connu, attention, parce que tu risques d'être très vite déçu Un et tu très vas bon devenir conseil. aigri. Dans ce métier, il faut beaucoup de persévérance, mais est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir avec du travail? Ouais, ouais. Donc tu es cette personne qui pense que le travail peut... Ouais, le travail bien fait et intelligent. Tu t'es entouré très vite? Non, pas très vite. Après, j'avais un entourage, etc. Mais par exemple, Casa, j'ai commencé YouTube en 2010. Casa, je l'ai rencontré en 2016. Donc tu fais quand même 6 ans où tu écris Sur seul. YouTube, en tout cas, tout Ouais. seul. Ouais, après, non, j'étais quand même avec des gars avec qui je bossais, etc. Mais je pense que c'est important de s'entourer aussi de gens qui te comprennent. Et c'est compliqué dans ce milieu de trouver des gens qui sont sains et qui veulent vraiment ton bien. Et Ah, moi, c'est j'ai ça. beaucoup de chance d'avoir un entourage qui est genre très solide, restreint, mais très solide. Mais c'est Et parce qu'il est restreint qu'il est... ouais, c'est ça, c'est pour ça. Et on laisse pas rentrer grand monde, on est un peu sauvage sur ça, mais en même temps, personne nous laisse rentrer non plus. Donc on va. c'est donnant, Mais donnant, tu vois. vous arrivez à trouver les portes quand même d'entrée. Bien Parce que sûr, regarde, la mais Cigale, on les trouve, l'Olympia. mais on les trouve parce qu'on a charbonné pendant des années et qu'à Ouais. un moment, tu peux plus la laisser fermer la porte. On va rentrer Donc dans le tous les travail cas. paye. Donc le travail paye. On est d'accord. Est-ce que Et tu aurais, comme toujours, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner à si tu avais un fils ou une fille, on va dire un fils. Si demain tu as un petit garçon qui n'a pas du tout envie de se lancer dans le milieu du stand-up, mais aime tous ces métiers, tu sais, qu'on ne voit pas de l'ombre, qui paraissent être encore plus difficilement accessibles, est-ce que tu aurais un conseil, une école à faire Je pense pas que et on l'a vu plein de fois, je pense pas que les écoles, ça soit le meilleur parcours. Peut-être pour les diplômes, et encore, je pense pas. Orelsan, il l'a très bien dit. Il a dit, si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai fait du théâtre, mais j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai pas fait d'école de montage, de réalisation. J'ai pas réalisé grand-chose, mais de plein de trucs. Et en vrai, YouTube, c'est la meilleure école. En fait, La curiosité, du la coup, t'as curiosité, tout appris, la curiosité, en ouais. fait, la meilleure école, elle vient d'ici. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as besoin d'apprendre à coder, comment faire de la lumière, comment maquiller, comment fabriquer une table, tu as tout sur YouTube. Genre, tu peux tomber sur des trucs merdiques, mais si tu t'intéresses et que tu es curieux, tu peux tomber sur une explication vulgarisée de la mécanique, de l'intrication quantique. Mais c'est ça qui est bien fait avec l'algorithme, c'est qu'en plus, s'il Et voit que plus tu tu regardes, t'intéresses plus voilà, il t'en à ça, propose. plus il va te proposer des vidéos. Moi, je pense que la meilleure école, c'est d'essayer des choses et de faire des choses. Tu vois, parce que par exemple, tu peux sortir d'une école de cinéma, penser tout connaître, tu te retrouves sur un tournage, t'es du père, et en 3 mois de tournage, t'as appris beaucoup plus qu'en 2 ans d'école. Mais d'ailleurs, ton premier casting, comment tu te retrouves à faire ton premier casting? Bon. C'est Cœur Noir, le premier casting. Ah, mon casting Ouais. Non, c'est pas mon premier casting, Ah. Cœur Noir. Cœur Noir, j'ai dû passer une 50aine de castings dans ma vie. Ok. Peut-être même Donc plus. la persévérance est une autre de tes qualités. Ouais, parce que... Mais tu vois, on dit que l'échec, c'est la meilleure des leçons. En vrai, je peux t'en parler, par exemple, quand tu bides sur scène, ce qui m'arrive plus vraiment aujourd'hui de bider complètement, parce que j'ai des trucs qui sont archi sûrs. Et surtout qu'en fait... Tu un les bide, testes, c'est ce que tu m'expliquais ouais, tout à tu peux l'heure. faire des tests, de nouvelles blagues, etc. Mais un bide, il est gênant pour les gens si toi, t'es gêné sur scène. La gestion du bide, c'est aussi un truc qui est... Bref. Mais ça t'arrive parfois de faire des... Ça m'arrivait quand j'étais plus jeune de faire des scènes de stand-up où vraiment, c'est 7 minutes d'absence de rire. Et en fait, tu rentres chez toi. Mais comment et tu remontes sur scène après ça? C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai arrêté au début. Ah, c'est ça Bah que oui. t'as fait. Ok. Et en fait, tu rentres chez toi et tu te dis, frère, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais Je suis pas drôle. Mais c'est vrai, en plus, tu remets toute ta personne en question. Ouais. Et le problème, c'est que l'échec, c'est une leçon si tu es sûr que tu es sur la bonne voie. Si tu l'as comprise. Si tu l'as comprise et Ouais. que en fait, tu es persuadé que tu es sur le bon chemin et que c'est vraiment ce que tu dois faire de ta vie. Parce que si c'est pas le cas, t'arrêtes. Échec, t'arrêtes. Ça y est. Et du coup, alors, comment tu arrives à ton casting? Et le casting Parce qu'au départ, tu t'es pas dit, je veux être acteur. Je fais du en fait, YouTube, je fais de la scène. j'ai toujours envie de faire du cinéma. Ah, quand même, c'est Monter vraiment sur un scène, faire du petit cinéma. En rêve. fait, de l'artistique, peu importe quasiment format, peu importe le prisme, tu vois. Le casting de Cœur Noir, de manière très classique. Très classique, on me propose, c'est mon agent de l'époque qui me propose
un casting pour une nouvelle série Commando, ils appelaient ça. Ah, ok. Je correspondais pas du tout au rôle, ils cherchaient un malgache de... Vraiment, ils cherchaient un malgache de genre 2 mètres et 120 kilos. Donc j'ai fait des pompes et je me suis mis sur la pointe des pieds. Et je suis arrivé au casting et j'ai passé le casting et j'ai été rappelé et j'ai passé un deuxième casting avec le réalisateur qui me connaissait pas. Un réalisateur qui s'appelle Ziad Doueri, qui est libanais. Et ça s'est très bien passé et j'ai été pris, voilà. Franchement, de manière vraiment très Donc, classique. t'es arrivé quand même sur le tournage, tu connaissais personne, Non, j'imagine? je connaissais Victor Pontecorvo, avec qui on avait déjà tourné sur Frères d'ailleurs, Ah, ok. et sur un autre projet avec Vincent Scalera. Et il y avait que lui que je connaissais. D'abord, j'arrive pas au tournage, j'arrive à la lecture des scénarios. Ah oui, c'est là le premier jour. Donc où là, tu je rencontre un peu tout le tous les monde. Ouais. acteurs. Après, on est parti s'entraîner chez les forces spéciales françaises Ah oui, quand pendant même. une Ah, semaine. ils ont mis du budget. Ouais. Et après, on est parti au Maroc pour le tournage. Ouais. Donc après, vous vous retrouvez pratiquement pendant 3 mois. Ouais, ça a tous été ensemble plus long même. On a commencé en octobre, on a fini en mars. Parce qu'il y a eu des problèmes Ah avec le oui. Covid et tout à l'époque. Et là, comment ça se passe quand Trop tu... bien. Ah, tout Un peu de suite, tu stress quand t'es- même, Ah, mais trop bien. parce que c'est beaucoup d'attentes, les gens se rendent pas compte, mais C'est quand vous... énormément d'attente. Voilà, vous Un passez- tournage, c'est surtout de l'attente. On a une scène, par exemple, je sais pas, dans une voiture ou dans un immeuble, dans une chambre. On fait une prise, ça coupe, et là, il peut y avoir, ça peut arriver, il peut y avoir 30 minutes d'attente entre la deuxième prise de la Ah même ouais, scène. ouais. Parce qu'en fait, ils doivent Le changer temps des de replacer, lumières, ils ouais. doivent changer des trucs, etc. Puis après, tu as ce qu'on appelle les raccords, c'est-à-dire que juste avant de tourner, tu as l'équipe maquillage ou coiffure, etc., ou costume qui viennent te raccorder parce qu'en fait, ton Ils sourcil se voient, ouais. a bougé et en fait, c'est directement en raccord avec la scène d'avant, etc. Bref, plein de trucs. Et ouais, c'est beaucoup d'attentes. Beaucoup Mais tu d'attentes. prends quand même du plaisir. Bien sûr, évidemment, mais en fait, c'est technique parce que parfois, il y a certains tournages où on accorde tellement de place à la technique. C'est-à-dire, par exemple, si on a 1 heure dans ce décor-là, il peut y avoir 55 minutes d'install, lumière, etc. Et on peut pas leur en vouloir parce que il faut qu'il y ait une belle lumière, il faut que ça soit crédible, etc. Pour mais une après, toi, minute. t'arrives et tu dois être bon tout de suite. Ouais, Tu vois, parce qu'il n'y a et t'as pas le temps. peut-être 2 prises. Et c'est compliqué. Mais c'est aussi le métier. Et je pense qu'il y a certains réalisateurs qui privilégient les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, certes, bonne lumière, mais certes ça. Mais en fait, ce que je veux, moi, c'est le jeu. Et d'autres qui privilégient un peu la technique, mais ça dépend. Les deux sont Et bien dans Fury des trucs et différents. Cœur Noir, c'est vraiment 2 séries complètement différentes, Ouais. et dans ton rôle et dans ton jeu. Est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu t'es senti plus à l'aise que l'autre ou pas du tout? Plus à l'aise, je sais pas. Je pense que Cœur Noir, c'était un peu plus excitant parce que Garçon, castagne. parce que les costumes, parce que les armes, parce que plein 1000 raisons. Fury, c'était plus intéressant peut-être dans le sens où mon personnage était plus développé et que j'avais plus de place pour interpréter, etc. T'es très guidé par le réalisateur sur Fury? Sur Fury, ça dépend. On a eu 3 réalisateurs et réalisateurs et ok. réalisatrices sur Fury. Certains oui, d'autres non. Parfois, on n'avait pas forcément le temps d'être trop guidé sur des trucs. Après, moi aussi, j'ai réussi à me détacher, et c'est encore un peu là, mais de ce truc de j'ai fait une prise, on n'en fait qu'une. S'il me dit rien, c'est que c'est mauvais, mais qu'on n'a pas le temps. Alors qu'en fait, non. S'il non, dit ça, rien, c'est c'est que les frérot, pensées limitantes. ouais, mais je l'ai de moins en moins, tu vois. Mais ce truc de ouais, il a pas le temps, mais en fait la prise elle a éclaté, ça lui convient pas, mais et il voit très bien que j'y arriverai pas. Tu vois, moi je peux avoir Ouais. ces pensées-là. Donc t'as encore des doutes sur Mais en toi-même, fait maintenant sur- je me dis, on peut aller voir ce qu'on appelle le combo, c'est-à-dire c'est l'écran qu'a le réalisateur pour voir en fait ce qu'on est en train de filmer. Tu revois, tu dis bah non en fait je suis très bien frère. S'il dit rien c'est qu'il a sa prise. Et surtout que ce même réalisateur ou cette même réalisatrice, tu le vois sur une autre scène où il peut refaire 14 fois la prise parce qu'il est pas content de ce qu'il a. Ah oui, Donc en fait c'est ça te rassure sur... et surtout c'est important de parler. Souvent, tu peux parler au réalisateur et réalisatrice en disant dis-moi quand c'est bien, c'est très cool, mais dis-moi quand c'est pas bien. Comme Ils ça, le en font. fait, et il y en a plein qui le font. Ouais, donc c'est Ouais, et qui c'est quand même comprennent, assez en fait. bienveillant, Bien sûr. finalement. Pas tout le temps, mais ouais, souvent quand même. On oublie une chose très importante dans votre milieu, c'est le travail qu'il y a. Parce qu'on voit toujours le résultat final. Mais par exemple, sur un spectacle de stand-up, combien de temps ça te prend entre le moment où tu penses au spectacle et le moment où vraiment les spectateurs le voient? Ça peut prendre plusieurs années. Celui-là, je dirais qu'on a mis 2 ans pour l'écrire à peu près. Et c'est pas que de l'écriture, c'est de l'écriture et d'aller en comédie club tous les soirs, plusieurs fois par soir, pour tester les blagues, pour voir ce qui est drôle, voir ce qui est pas drôle, adapter, ajuster, etc. Tu vois. Donc, Et après, la scène, c'est à chaque fois que tu changes de théâtre, tu changes de scène. Comment tu te familiarises en peu de temps, j'imagine, pour prendre de l'espace sur la scène? c'est elle qui doit s'adapter, c'est pas moi. T'as pas de scénographe? Non, on a un peu de mise en scène, mais c'est très léger. J'ai un tabouret, un micro et un pied de micro et c'est réglé. Donc c'est Mais, toi qui dois prendre tout l'espace. Ouais, mais j'adore ça. Kaza, il me l'a toujours dit, il m'a dit t'es fait pour les grandes salles. Et c'est vrai que je suis très à l'aise, par exemple, quand on a fait La Cigale, qui est une grande scène, j'étais à la maison. J'étais vraiment. Mais c'est un travail aussi un travail sur soi de confiance. Et de se dire qu'en fait, là, vous venez à mon spectacle, on n'est pas dans une bagarre, vous et moi, vous êtes
chez moi et je vais vous faire rire. Et c'est vraiment ça. Il faut que tu te sentes chez toi, en fait. C'est parce que si tu te sens pas chez toi et que tu sens que t'es pas à ta place, les gens sentiront que t'es pas à ta place. Mais tout ce travail, tu t'entraînes ou il est quand même inné chez toi? Je pense que ce qui est inné, c'est... C'est l'envie de faire rire. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense que tout est... Tu l'as on a- travaillé un peu. Ouais, je pense que ça vient de choses aussi que... Tes besoins, de manière innée, tu as besoin de manger, tu as besoin de respirer, etc. Mais je pense que tout ce métier vient aussi d'un besoin de reconnaissance et d'attention et de machin. Et de toute façon, tous les acteurs, Mais c'est toutes les honnête actrices... de ta part de Bah, le c'est dire. vrai. Ouais, Mais mais non, il y mais a c'est vrai. peu qui acceptent de dire qu'ils ont je ce pense besoin de au fond reconnaissance. du fond, le besoin de faire rire, c'est j'ai envie de vous faire rire pour que vous me trouviez drôle, pour que vous m'aimiez. Tu vois, ça vient de ça. C'est vraiment le truc basique. Mais après, c'est à un degré plus ou moins fort. Mais je pense que c'est acquis tout ça. C'est acquis ce truc, ce besoin de se donner entre gros guillemets en spectacle. Tu vois. Et je pense que c'est un travail de confiance en soi, de légitimité. Tu vois, on parlait de pensée limitante, mais tu as le syndrome de l'imposteur, de je suis pas à mais ma chez place. vous, Et, ouais, chez et le ça, milieu et des ça, il artistes. faut réussir à. Je pense pas que tu puisses l'effacer complètement, mais apprendre à vivre avec, en tout cas. Et c'est un gros travail. Je pense que dans le milieu artistique, le travail personnel, il est quasiment aussi important que le travail professionnel, entre guillemets. Tu vois. Et toi, tu le fais, ce travail. Ouais, bien sûr. Quand tu as une vanne qui te vient, par exemple, tu es dans le métro, tu as une vanne qui te vient, tu l'écris tout de suite Ouais, et je regrette les jours où je l'ai pas fait parce qu'en fait, c'est ce Une fois truc qu'elle est de. partie. C'est ce truc de je note pas, je vais m'en souvenir. Non, tu t'en souviens jamais. Et D'accord. parfois, tu te réveilles en pleine nuit, tu notes un truc. T'es Et le en fait, genre à te faire des notes vocales Bien de. sûr. Ah, tu tu fais veux ça voir mes notes vocales? Ah, vas-y, fais-nous écouter des notes vocales. Au hasard. Bon, non, parce qu'on Non, on sait jamais. souvent, c'est des enregistrements de spectacle. En plus, tu regardes les Ah. durées, c'est genre 1h06, 1h10. Parce que tu vois, le travail, Ouais. on enregistre le spectacle et on le réécoute pour voir ce qui a marché, pour voir ce qui a pas marché, pour voir. Donc, t'écoutes les rires dans la salle? En fait, on écoute les réactions. Ah. Surtout dans les comedy clubs, là tu vois par exemple j'ai des 9 minutes, 9 minutes, 9 minutes 30, 8 minutes, etc. Parce qu'en fait on va en comedy club, on fait les blagues et sur le moment tu sais ce qui fonctionne. Mais imagine t'improvises une blague et tu t'en rappelles plus parce que t'as un vrai truc d'adrénaline sur scène aussi je sais plus vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Et donc tu réécoutes et tu sais ce qui fonctionne ou pas, tu vois. Ça me rappelle, tu as fait une scène il n'y a pas longtemps, cet été, et tu as eu ce truc, tu faisais 2 fois la scène. Le Ouais. premier soir, Ouais. tu n'avais pas de retour, la salle Et c'était en était en extérieur. extérieur. Vas-y, je te laisse raconter. Non parce mais que c'est tu hyper. t'as bien commencé. On faisait une espèce un gala en extérieur, donc il y avait entre 2000 et 2500 personnes, je sais plus. Plusieurs humoristes, etc. Et en fait, l'extérieur, c'est très compliqué pour le spectacle. Parce que les rires s'envolent. Et en fait, tu les entends pas. Et Ça t'a perturbé. ça nous a tous perturbés. Qu'en fait, les retours sont du public. C'est-à-dire que, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est qu'en gros, il y a des micros sur le public. Donc, en direction du public qui captent leurs rires et qui sont Renvoyés. retransmis par des enceintes sur scène. Pour que nous, on entende les rires. Et en fait, les rires, ça permet aussi déjà de savoir si c'est drôle, mais généralement quand tu arrives dans un gala tu fais pas de test donc tu sais que c'est drôle, mais ça te permet de rythmer ton passage, c'est à dire que si tu as un gros rire tu parles pas T'arrives à- par-dessus, Ah oui, tu arrives à ok. avoir un petit rythme un peu différent, tu t'adaptes un peu à ça, mais si t'entends pas tu bombardes et en fait les gens ils sont en train de rire mais ils entendent plus ce que tu dis du coup parce qu'en fait c'est très perturbant, tu vois. Mais Et tout le ça, premier tu soir l'as on n'avait pas de appris. retour et après le deuxième soir on en a eu et c'était bien plus agréable pour nous sur scène sur le moment, c'était vraiment Et ça, tu l'as appris de toi-même, à force Ouais. d'expérience. Ah ouais. T'as jamais Personne te côtoyé- prévient quand on t'apprend entre guillemets le stand-up, Ouais, personne voilà. te dit au fait si tu joues en extérieur et que t'as pas de retour ça va être compliqué, tu vois. C'est ça, personne. non, Vous n'avez personne. pas de. Je sais pas, dans le milieu entrepreneurial, on a des espèces de tables rondes. Ouais, non, Vous non, n'avez non, pas non, ça y a du pas tout dans ça le du milieu tout. artistique. Pas du tout. J'ai une dernière question. Attends, regarde, juste te montre un truc. Ah oui. C'est un Mais mec qui c'est- jongle avec des assiettes devant un public et le public voit que le fait qu'il est en train de jongler, mais il Et ne voit voit pas toutes les assiettes cassées qui sont derrière. C'est un- Et en fait, c'est vraiment représentatif de tous les métiers entre guillemets artistiques. Ah oui, c'est un Euh, très, Et très c'est pour ça, bonne- par exemple, moi j'ai des potes qui sont graphistes et parfois ils facturent des montants qui peuvent paraître élevés. Ouais. Et le client peut leur dire mais frère, ça va te prendre 10 minutes. Et ouais, mais ça m'a pris 4 ans pour apprendre cette technique et tout ça pour que je puisse le faire en 10 minutes. Donc en fait, ce que tu payes, c'est pas les 10 minutes, ce que tu payes, c'est les 4 ans de travail derrière. Et que tu sois d'accord ou pas, moi je sais que c'est ce que ça vaut, tu vois. Dans le business, on dit que quand quelqu'un te dit en gros t'es trop cher ou t'es trop élevé, il faut pas lui vendre ton produit parce qu'il ne l'entendra pas. Il faut lui vendre l'expérience qu'il aura. Hmm. Et ça me fait penser, est-ce que tu as une définition pour toi de la réussite? Moi, j'ai toujours dit, pas toujours, c'est faux, mais ça j'ai fait bien de le dire. j'ai très souvent dit, le jour où ce métier m'amuse plus, j'arrête. Ah. Et je pense que la réussite, c'est ça. Je pense que c'est bien de réussir professionnellement, etc. Mais ton épanouissement, il a aucun prix, comme on dit. Mais tu vois. pour toi, c'est par exemple voir que tes salles se remplissent,
voir que tu as de la notoriété, remplir ton frigo. À quel moment tu t'es dit, j'ai passé un cap, j'ai un peu réussi dans ma vie? Parce que Je me alors, suis- si t'es un Un peu peu... réussi, ouais. Mais je me le dis depuis un bail. Oui, tu fais partie Tu de vois, ces même la gens. cigale, franchement, on a accompli un beau truc. On a rempli 2 cigales 2 soirs de suite, c'était charmé. Mais je sais que j'avais ce truc de, ouais, c'est quoi la suite? Mm. Tu vois, donc je pense que c'est aussi avec les années, avec la sagesse, avec l'âge, les apprentissages de la vie, etc., où tu te dis, en fait, voilà, j'ai réussi. Là, je peux. Je peux me poser. Ouais. Mais je pense que la réussite, elle n'est pas ponctuelle. La réussite, c'est OK, je fais ce que j'aime, mentalement, ça va bien, financièrement, ça va bien, ma famille, ça va bien, mes potes, etc. Oui, c'est ça. Je pense Une que c'est ça fois aussi que la réussite. tous Je les pense que c'est. piliers sont Ouais, réunis tu vois. au même moment. Faut pas mettre les standards trop hauts pour la réussite, je pense, parce qu'en fait, c'est Icar après, tu vois. Genre, Bah, c'est là t'y où vas les gens, et ouais. on les Ouais. perd. On a mis une petite date ici, Ouais. qui est une date importante pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? 1er décembre 94, c'est la date de naissance de ma petite sœur. Oh, Ouais. ton On frère en va a- être jaloux. Premier- On va mettre une autre date. on la mettra après. Non, là, ma sœur, c'est une des personnes qui compte le plus. Est-ce que tu es le dans plus ma grand de la vie. famille? Je suis Tu le es plus grand de l'aîné? la famille, ouais. Ma sœur a 29 et mon petit frère a 17. Et toi? 33. Donc, t'en avais marre d'être seule? Ta mère t'annonce Ouais, qu'elle est j'ai dit à la enceinte? daronne, vous voulez pas un peu. Non, non, ouais, c'est comme je l'ai dit, hein, ma sœur, c'est un de mes plus grands soutiens, un de mes piliers aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que c'est une date importante. 1er décembre Tu veux pas 94, mais 1er développer décembre plus? de chaque Pourquoi elle année. est si importante pour toi dans ta vie? Mais parce que c'est elle qui est là depuis le début. Qui est là depuis le début, le vrai début pour le coup, tu On vois. voit que t'es intimidé. hein? Non, pas Hein, là intimidé, au contraire, pas du tout, du tout. J'adore ma sœur. Ma sœur, c'est ma team. Comme mon frère aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais ma sœur, ouais, c'est très important. Elle est pour moi. vraiment, Ouais. Elle te soutient dans ce Bien projet sûr. parce qu'elle a un métier À sa complètement manière, hein, mais ouais, à elle me part. soutient. Mais Ouais, bien sûr, elle est au courant de tout, tu tous peux les donc, castings, tous les trucs. t'as quand même des gens à qui tu peux parler de tout Bien ça. sûr. Parce que c'est quand même un métier très secret. Vous Bien signez sûr, beaucoup de contrats de on signe beaucoup de contrats et confidentialité. puis surtout, en fait, c'est parfois un peu compliqué de parler de ce qu'on vit à des gens qui ne font pas du tout le même métier. Pas parce qu'ils comprendraient pas, entre guillemets, mais parce que ça peut paraître un peu flou de... Mais ma sœur, elle passe me voir sur tous les tournages et tout, genre elle est venue me voir au Maroc et tout, ouais, elle est venue au Maroc, ouais, elle est venue 3-4 jours au Maroc, elle a essayé les costumes et tout, genre... Ouais, c'est trop bien. Bientôt, elle va tourner avec toi. C'est tout ce que je lui souhaite pas, vraiment, je te jure, qu'elle reste le plus loin possible de ce milieu. Elle a un Et métier, détesterait ça, surtout. tellement beau que non, Ouais. on la laisse là où elle est. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton Plaisir. temps, pour ce T'as partage. vu, j'ai pas fait trop de Franchement, blagues. merci, tu m'as Franchement, pas j'ai trop été vanné, tu check. m'as laissé. Merci beaucoup, mes petites T'as les mains hyper rugueuses. rugueuses, elles sont insupportables. Je savais, tu vois, je t'ai devancé. Elle a de la corne sur les yeux, ça se voit. Un dernier mot à faire passer, quelque chose. Où est-ce qu'on te retrouve? Et bah la tournée jusqu'à fin décembre pour le spectacle, mais c'est complet du coup. Donc voilà, désolé les gars, non, vous n'allez pas pouvoir. à Paris, à la Scala en janvier, à partir du 17 janvier jusqu'au 29 mars, 3 fois par semaine, tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h, je crois. On fait une autre tournée d'avril à décembre. Et, Dans toute la France cette fois-ci? dans toute la France et un peu à l'étranger, je crois aussi Belgique, Suisse. Deuxième saison de Cœur Noir, je peux pas trop dire quand, mais début 2025. Et Fury, il y Et a une Fury, on deuxième saison. tourne la deuxième saison en avril, donc ça sortira 2026. Donc tu es sur toutes les plateformes, YouTube, Oui. Prime, Netflix. Pas Disney, pas Canal encore. Il va falloir que je règle ça bientôt parce que ça m'est insupportable tous les jours. Bon. Donc bientôt, on a dit que tu allais avoir ta petite expo photo. Ah, j'aimerais bien un jour, mais en anonyme. Ah, ça serait bien de voir si Ouais, j'adorerais. Ah, mais alors après, tu laisses quoi aux autres? Je sais pas. Ah, voilà, désolé. Désolé les gars. Merci en tout cas. À très vite pour un nouvel épisode pour nous. On va De Va-Vie t'abandonner. Entreprend. De Va-Vie et Entreprend. C'est un podcast qu'on peut écouter partout sur toutes les Quoi, tu vois, plateformes. toi, si t'as du mal à le dire, Non, c'est très une dur à blague dire. par rapport à ce que tu as dit au début.